Albert Einstein a consacré sa vie à une recherche obsessionnelle, non seulement démêler les mystères des étoiles, mais découvrir l'équation qui a révélé l'essence de tout, y compris l'âme elle-même. Peu savent que dans ces derniers jours, il s'est inscrit dans des réflexions secrètes si profondes qu'il n'a jamais osé les rendre publiques. Dans un cahier oublié, des notes dispersées et des pensées chuchotées ont révélé une vérité inquiétante: derrière la matière, il y a un esprit. Et cet esprit est le même que vous le pensez à travers vous. Ce n'est pas un traité scientifique conventionnel. C'est un pont entre la physique et l'infini. Si vous êtes ici, c'est parce que vous vous sentez déjà dans le cœur que vous êtes prêt à le traverser. Chapitre 1. La pensée qui a donné naissance à l'univers. L'esprit divin et la recherche de la formule définitive. C'était une aube froide à Princeton. La lumière bleuâtre de la nuit impliquait toujours le cabinet où Einstein restait immobile, ses yeux fixés dans le vide, comme s'il voyait ce que personne d'autre ne pouvait voir. Devant lui, des feuilles de papier accumulées, pleines d'équations gribouillées et jetées. Mais ce n'est pas la fatigue qui l'a éveillé. Il y avait quelque chose de plus grand dans son regard, la certitude qu'il était sur le point de jouer, avec ses propres doigts, la pensée qui avait créé le cosmos. Alors que d'autres physiciens rêvaient d'unifier les forces de la nature, il a poursuivi quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne voulais pas seulement une équation élégante, je voulais déchiffrer le code d'origine, l'idée primordiale qui a façonné tout ce qui existe. Je veux connaître l'Esprit de Dieu, répéta-t-il fréquemment. Les autres ne sont que des détails. Ce n'était pas une figure de langue. C'était la confession d'un homme qui, après avoir démêlé les secrets du temps et de l'espace, avait réalisé que chaque formule cachait un écho à l'univers. Ces pages qu'il a commencé à écrire cette nuit-là à Princeton, et que la science officielle n'a jamais complètement connue, a révélé une vérité révolutionnaire: l'esprit précède la matière. L'univers n'est pas né d'une explosion aveugle d'énergie, mais d'une idée. L'équation qu'il a recherchée n'était pas seulement l'union des forces physiques, c'est l'expression mathématique d'une intelligence cosmique qui tisse la réalité. Et si l'univers n'est pas une machine, mais une pensée? Tout change. L'affaire se dissout dans les normes d'information dynamique. Les particules deviennent des possibilités qui ne se forment que lorsqu'une conscience les observe. Einstein soupçonnait déjà cela depuis la relativité: le temps et l'espace ne sont pas absolus, ce sont des perspectives. Un siècle plus tard, la physique quantique confirmerait que la réalité dépend avant tout qui l'observe. Dans ses notes, il a approfondi une idée radicale: la capacité de créer à travers la pensée n'appartient pas à un Dieu éloigné. C'est un principe universel qui agit sur chacun de nous. Nous sommes des fragments de cet esprit original, a-t-il écrit dans l'un de ses passages les plus énigmatiques. Lorsque nous pensons, nous participons à l'acte continu de création de l'univers. Cette vision transforme notre place en cosmos. Nous ne sommes pas de simples spectateurs d'un mécanisme impersonnel. Nous sommes des points conscients dans un champ unifié, capables d'influencer l'intrigue de la réalité avec nos pensées. Dans son manuscrit, l'observateur et la frontière observée s'effondrent, révélant une vérité gênante à la science matérialiste: l'univers est, dans son essence, mental. Pourquoi Einstein n'a-t-il jamais divulgué ses idées? Parce qu'il savait que son temps n'était pas prêt à accepter que l'équation finale devrait inclure non seulement les lois de la physique, mais aussi la conscience de ceux qui les découvrent. Ses collègues ont demandé une formule qui s'adapte au modèle mécanique du monde. Mais il avait aperçu quelque chose de beaucoup plus dérangeant: la science décrit non seulement la réalité, elle en fait partie. Sa recherche n'était pas seulement intellectuelle, c'était spirituel. En écrivant des équations, il n'a pas manipulé les symboles abstraits, a déchiffré la langue par laquelle les dialogues de l'intelligence cosmique avec lui-même. Dans une lettre personnelle, il a avoué: lorsque nous résolvons une équation, nous ne découvrons pas quelque chose de nouveau. Nous nous souvenons de ce que nous savions déjà à un niveau plus profond. Ça change tout. Si l'univers est, en substance, une pensée, alors nos esprits sont actuels dans cet océan infini de conscience. Nous ne sommes pas séparés de ce que nous observons. Nous sommes l'univers qui vous vive. Le manuscrit interdit d'Einstein nous invite à une réflexion audacieuse: chaque pensée qui se présente en nous modifie, même subtilement, le champ unifié. Pas par la création continue de la réalité. Ce n'est pas un hasard si les plus grands sauts de l'humanité, en science, art,
en philosophie, sont émergés des moments d'inspiration qui semblaient provenir de nous. Ce sont des moments de mélodie avec l'esprit cosmique, lorsque nous devenons des canaux de l'intelligence universelle pour se manifester à travers notre existence. Et tandis qu'Einstein a écrit cette nuit-là à Princeton, une compréhension encore plus approfondie a commencé à émerger, une compréhension qui a transcendé même ses propres attentes. Car ce qui allait savoir sur le web invisible qui relie tout ce qui allait changer à jamais sa vision du champ unifié, et le tissu même qui soutient le cosmos. Chapitre 2. Le champ unifié. Tout est interconnecté. En plus de la matière, il n'y a que de l'énergie consciente. Le soleil levant illuminait les eaux du lac de Zich tandis qu'Einstein assis près du bord a observé le fragment de lumière en milliers de réflexes à la surface de l'onde. Il avait cherché ce silence pour assimiler une révélation qui l'avait frappé la nuit précédente. Dans ses mains, un petit cahier en cuir a gardé une équation incomplète, une idée qui le fascinait et le tourmenait en même temps. Le champ, murmura-t-il alors que ses doigts dessinaient des cercles invisibles sur l'eau. Tout est un champ. Tout est connecté. Il ne pouvait toujours pas imaginer jusqu'où cette intuition le mènerait. Il ne s'agissait pas seulement de révolutionner la physique, mais de redéfinir le concept même de conscience. Le champ unifié était le chef-d'œuvre qui couronnerait sa vie. Bien que le monde l'a célébré par la théorie de la relativité, Einstein n'a vu qu'une seule étape. Son véritable objectif était de prouver, mathématiquement, que toutes les forces de l'univers, gravité, électromagnétisme, interaction nucléaire, n'étaient que des visages différents de la même essence primordiale. La séparation était illusoire. L'unité, réelle. Et la distinction entre passé, présent et futur, eh bien, ce n'était que le début. Champ unifié. Ce n'est pas un simple code génétique, mais un récepteur dynamique, une interface entre la conscience individuelle et l'intelligence cosmique. Chaque cellule de notre corps, a-t-il dit, n'est pas seulement un ensemble de molécules, mais un nodule vibratoire capable de modulaire et de réponse aux fréquences du champ primordial. Ce point de vue expliquerait pourquoi certaines expériences, comme l'intuition soudaine, la guérison spontanée ou les états de l'extase créative, semblent transcender les lois biologiques connues. Ce ne sont pas des miracles, mais des phénomènes naturels d'une physique non encore cartographiée. Einstein est allé plus loin, il a suggéré que l'évolution humaine n'est pas un processus aléatoire de mutation génétique, mais une étape progressive avec des fréquences de plus en plus cohérentes du champ. Les grandes révolutions de l'histoire, l'émergence de l'art, de la science, de l'éthique, ne seraient pas des chances, mais des moments où l'humanité, en tant qu'organisme collectif, accédait à de nouveaux modèles de résonance avec l'ensemble. Génius, a-t-il écrit, n'est pas une qualité personnelle, mais la capacité d'un individu à devenir un canal transparent pour les harmonies du domaine. Et ici se trouve le cœur de sa théorie interdite, la matière ne commande pas la conscience, c'est la conscience qui organise la matière. Les structures que nous percevons comme réels, atomes, galaxies, corps, sont des projections stables de modèles d'information dans le domaine, soutenus par des soins collectifs. Lorsque nous changeons notre fréquence interne, nous changeons littéralement la réalité que nous avons connue. Cette idée, radicale pour l'époque, prévoyait ce que nous appelons aujourd'hui l'effet d'observation sur la physique quantique, mais la conduit à un niveau cosmique. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs de l'univers, nous sommes des co-créateurs actifs, tissant l'intrigue de l'existence avec chaque pensée, émotion et choix. Einstein a exploré les implications éthiques de cette vision sur des pages chargées urgentes. Si tout est interconnecté, alors la souffrance est la dissonance de tous. La violence, la cupidité, la séparation ne sont pas seulement des erreurs morales, mais des troubles physiques dans le champ unifié, capables de générer des vagues de chaos qui se propagent pendant des générations. D'un autre côté, les actes de compassion, de beauté ou de justice ne sont pas de simples gestes symboliques, ce sont des ajustements de fréquences qui restaurent la cohérence de l'ensemble. La paix n'est pas un idéal abstrait, a-t-il écrit. C'est un état physique de la campagne, aussi réel que la gravité. Mais pourquoi, alors, cette théorie n'a-t-elle jamais été publiée? Pourquoi un tel manuscrit révolutionnaire a-t-il été caché au monde? Einstein je pars. Ucluse dérangeant. Dans une annotation de marge, datée de 1948, il a avoué « L'humanité n'est pas préparée à cette vérité. Donner à un enfant un contrôle qu'elle ne sait pas comment opérer est dangereux.
Et nous sommes encore des enfants, jouant avec des forces que nous ne comprenons pas. Il craignait que, dans les mauvaises mains, cette compréhension puisse être déformée pour manipuler les masses, justifier des dogmes ou, pire, devenir un outil de contrôle de l'échelle cosmique. Cependant, au cours de ces dernières années, quelque chose a changé. En lettres à des amis proches, Einstein a commencé à suggérer que la révélation de ses connaissances n'était plus une question de si, quand. La crise auquel nous sommes confrontés, a-t-il écrit en 1954, n'est pas la technologie ni la politique, mais la perception. Soit nous apprenons à voir au-delà des illusions de séparation, soit nous serons condamnés à répéter les mêmes modèles de destruction, maintenant avec des armes capables d'effacer la vie sur cette planète. Sa théorie du champ unifié n'était pas seulement une équation, c'était un avertissement et une clé. Et s'il avait raison? Et si la réalité que nous vivons, avec leurs guerres, leurs maladies, leur solitude, n'était que le résultat d'une fréquence collective que nous choisissons, consciemment ou inconsciemment, réglée? L'implication est incroyable, le changement du monde ne nécessite pas de modification des structures externes, mais d'ajuster la mélodie interne. Pas par hasard, les derniers ébauches d'Einstein contenaient des formules, mais des questions. Que se passerait-il si, pour une seule journée, l'humanité choisissait de vibrer en cohérence? Si au lieu de considérer comme des corps séparés, nous avons reconnu comme des vagues entrelacées dans le même océan? La fin de la physique, ou son véritable début? Ces pages, cachées pendant des décennies, ne sont pas seulement la volonté scientifique d'un génie. Ils sont une invitation. Une invitation à mettre de côté l'illusion que nous sommes perdus des fragments dans un univers indifférent, au lieu de cela, osons réaliser que le cosmos n'est pas un endroit où nous vivons, mais une danse dont nous sommes les danseurs, et la musique, l'essence même du domaine unifié. Le code génétique n'est pas de simple chimie emprisonnée dans les hélices d'ADN. C'est une partition cosmique, une résonance subtile entre le corps et le champ qui embrasse tous. Einstein a osé proposer que les mutations ne sont pas des erreurs aléatoires d'une machine aveugle, mais des ajustements harmoniques tels que les cordes d'un réglage de violon à l'unisson avec la symphonie de l'univers. L'évolution ne serait pas un jeu de données, mais une chorégraphie de la conscience, où chaque espèce danse au rythme des possibilités déjà inscrites dans le tissu invisible de la réalité. Ce que nous appelons « chance » serait en fait notre incapacité à écouter de la musique. Et voici le secret que les anciens sages déjà présents. Lorsque les traditions ont parlé de prana, de chi ou d'esprit, ils n'invoquaient pas des fantômes, ils nommaient, avec la poésie que la science n'avait pas encore, la même énergie qu'Einstein décrite maintenant dans les équations. La méditation n'est pas une évasion, c'est la technologie de réglage, une méthode ancestrale pour ajuster la fréquence de l'esprit au champ unifié. Ce que les yogis appellent samadhi et les mystiques de l'extase n'est rien d'autre que l'expérience directe de la non-séparation, le moment où la goutte se reconnaît comme un océan. Mais alors, la question qui brûle comme feu dans les manuscrits se pose, si tout en est un, pourquoi ressentons-nous la douleur de la division? La réponse d'Einstein est si simple qu'elle éclipse, la séparation n'est pas une défaillance du système, mais son génie. Imaginez un miroir qui, pour le voir, doit fragmenter votre propre image. Le champ unifié fait de même, il est divisé en moi et dans le monde, observateur et observé, non par limitation, mais par curiosité divine. Nous sommes les yeux avec lesquels l'univers contemple, chaque conscience individuelle, une perspective unique du même rêve cosmique. Et c'est lorsque la fermeture de ce cahier par le lac Zich, avec le soleil déchirant les eaux comme une lame dorée, qu'Einstein a ressenti le poids de la révélation, le champ unifié n'est pas seulement physique. C'est la matière première de la conscience. Si l'esprit et la matière sont tissés de la même essence, alors la frontière entre ce que nous sommes et ce que nous rêvons commence à se dissoudre. La réalité n'est pas une étape fixe où nous agissons, c'est un champ de possibilités qui se solidifie sous notre regard, comme de l'argile humide prenant forme dans les mains d'un potier. Et si cela est vrai, alors le monde que nous appelons réel ne peut être que l'ombre la plus persistante d'une illusion que nous n'avons pas encore apprise à démêler. Chapitre 3, la réalité est une illusion. Persistant. Einstein, la perception et le voile de l'esprit humain. La pluie a frappé les verres de la petite pièce de Berlin comme des doigts impatients qui voulaient entrer. Einstein, immobile devant le miroir, regarda son propre reflet avec une intensité qui semblait percer la surface d'argent. Parmi ses doigts, une tasse de thé froid, des heures oubliées, comme le temps oublié lorsque l'esprit se plonge dans l'abîme.
La réalité n'est qu'une illusion, marmonna-t-il à l'image qu'il a renvoyée, bien que très persistante. Cette phrase, que l'avenir réduirait à un aphorisme philosophique, était en fait la clé d'une porte interdite. Parce que ce qu'Einstein avait commencé à s'effondrer n'était pas limité à la physique. Transcendé. Il est entré dans les territoires où les mécanismes quantiques étaient avec les Védas, où les équations de Schrödinger dialoguent avec les Koanzen. Son manuscrit secret contenait une hérésie scientifique: la solidité du monde est une astuce de magie cosmique, une interprétation grossière d'une si vaste probabilité que notre esprit ne peut pas l'embrasser. Nous pensons que la matière est ferme, stable, incontestable, a-t-il écrit sur des pages cette fois presque effacées. Mais les équations crient le contraire. Ce que nous appelons « chose » est une énergie si comprimée qu'elle trompe nos sens. Et ce que nous appelons « l'énergie » est, à ces informations profondes et conscientes en mouvement. Ce n'était pas du mysticisme, c'était de pure mathématique. La théorie quantique a déjà montré que les particules n'ont pas de position définie jusqu'à ce qu'elles soient observées. Que son existence est un flou des possibilités jusqu'à ce que la conscience, oui, la conscience, les oblige à choisir une forme. L'observateur n'est pas un spectateur passif. C'est un co-créateur. Einstein a noté dans son journal, avec des paroles tremblantes, l'idée d'un monde objectif, quel que soit l'esprit qui le perçoit, est un mythe utile, mais un mythe. La science est née de cette illusion, mais maintenant elle doit la transcender. Il n'y a pas de « sortie » et « à l'intérieur ». Il n'y a pas d'esprit ici et compte là. Ce sont deux visages de la même monnaie cosmique, la matière, l'esprit cristallisé en vibration suffisamment lente pour que nos doigts puissent toucher, l'esprit, une telle matière subtile qui échappe à nos sens, mais pas notre intuition. Mais alors, pourquoi percevons-nous un monde aussi stable si, au fond, est-ce que tout est fluide et probabiliste? La réponse réside dans nos cerveaux, des filtres biologiques qui réduisent le chaos quantique à un récit cohérent. Nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons ce que notre survie nous permet de voir, a-t-il expliqué. Si nous voyons le spectre complet de la lumière, si nous entendions toutes les fréquences, si nous ressentons la danse des particules subatomiques, notre esprit exploserait en extase ou en folie. La perception n'est pas une fenêtre sur la vérité, c'est une carte simplifiée conçue pour nous maintenir en vie, pour ne pas nous révéler les secrets de l'univers. Einstein a illustré cela avec une expérience mentale nette: le rouge n'existe pas. Ce qui existe, c'est une vague de 700 nm. Le « rouge » est votre invention. Une étiquette que votre esprit colle à une fréquence, tout comme un chef nomme une assiette. Le goût n'est pas dans la nourriture, c'est dans la langue qu'il interprète. Et si le rouge est une illusion, qu'est-ce qui est? La dureté de la table? Le poids du corps? Le passage du temps? Tout ce que nous appelons « réel » est une traduction, et toute traduction est une trahison. Toutes nos certitudes s'effondrent face à cette révélation. Les odeurs qui en état d'ébriété, les saveurs qui séduisent, les textures qui se caressent ou blessent, rien de tout cela n'existe dans la façon dont nous en faisons. Ce sont des traductions neuronales, des interprétations privées des stimuli impersonnels. Le monde que nous pensions savoir, comme Einstein l'a insisté, n'est qu'un modèle interne, une simulation si convaincante que nous avons confondu la carte avec le territoire. Mais il ne s'est pas arrêté sur la surface neuroscientifique, il a plongé dans l'abîme métaphysique que cette idée a ouvert. Si la réalité physique est une construction d'esprit, la frontière entre percevoir et créer défond comme la fumée. L'observation n'est pas un acte passif, c'est un acte de co-autorisation. Chaque look, chaque pensée, tisse des fils de la vraie parcelle. Et ici réside l'explosion conceptuelle: si la conscience participe à la manifestation de la réalité, la transformation de la conscience est de réécrire les lois du possible. Ce que nous appelons « état modifié », l'ecstasy, la méditation profonde, les rêves lucides, ne seraient pas des distorsions, mais des ajustements de réglage, des fréquences qui capturent les dimensions du champ unifié normalement filtré par nos sens limités. Einstein a tendu le tremblement de terre que ces idées provoqueraient. Sabi, à laquelle les fondements du matérialisme scientifique secouraient, l'exposant à des malentendus et à des mystifications bon marché. Par conséquent, il a gardé ses notes les plus audacieuses dans le manuscrit privé, où il pourrait explorer, sans censure, les conséquences logiques de sa découverte. L'un d'eux, la
Réalité objective, n'est-ce pas un accord collectif, le chevauchement de milliards de subjectivités qui, par coïncidence, s'alignent. Ce que nous appelons vraiment, ce n'est que l'intersection d'illusions compatibles. Une idée si avancée que seulement des décennies plus tard la philosophie postmoderne et le constructivisme social oseraient articuler. Mais c'est à temps qu'Einstein a creusé sa lame plus nette. Le flux linéaire, passé, présent, futur, est une fiction utile, un appareil de conscience pour organiser le chaos de l'expérience. La distinction entre les trois est une illusion persistante, a-t-il écrit, faisant écho à ses propres équations de relativité. Le temps ne passe pas, c'est une étape où l'esprit projette ses scènes. D'où les phénomènes qui remettent en question notre dilatation quotidienne de notions temporelles à des vitesses relativistes, le sentiment d'éternité dans les états d'écoulement ou de méditation, ou le moment où, face à la mort, toute la vie semble se dérouler en un clin d'œil. Ce ne sont pas des défauts de perception, mais des larmes dans le rideau, des aperçus cette fois, comme tout le reste, est une construction. Et les rêves ? Einstein les a traités comme une preuve irréfutable de la nature illusoire de la réalité. En eux, nous avons créé des univers entiers, aussi vifs et cohérents que le monde convenu, jusqu'à ce que nous les éveillions et les démasquions comme des fictions. Pourquoi, a-t-il demandé, la veillée serait-elle différente mais pour sa stabilité partagée ? L'analogie est ancienne, l'hindouisme parle de Maya, le voile des illusions, le bouddhisme de Shunyata, le vide dans tous les sens. Einstein, lecteur passionné des philosophies orientales, n'a vu aucune coïncidence mais la convergence. Ce que la physique quantique a révélé dans les laboratoires, les mystiques avaient déjà ressenti dans les monastères. La matérialité est un rêve collectif, une danse de particules qui ne gagne que la solidité lorsqu'elle est observée. Mais méfiez-vous, son manuscrit n'était pas un traité ésotérique. Chaque ligne a été ancrée dans les équations, dans des données empiriques, des mathématiques implacables de la relativité et de la mécanique quantique. La révolution osait suivre les implications jusqu'à la fin, sans se retirer vers l'abîme qui s'est ouvert. L'un d'eux, la conscience n'est pas un sous-produit de la matière, comme le prêchait le matérialisme. Si la matière n'est définie que dans l'observation, alors la conscience est antérieure. Ce n'est pas le cerveau qui génère l'esprit, c'est l'esprit qui projette le cerveau. Une inversion copernicien, le sujet n'émerge pas de l'objet, l'objet émerge du sujet. Les conséquences éthiques ont été inévitables. Si nous sommes tous des vagues dans la même conscience de l'océan, la séparation est la mère de toutes les violences. L'égoïsme, la guerre, l'exploration naissent de l'illusion que « moi » et « vous » sont des entités distinctes. Morale n'a donc pas besoin de Dieu ou de calculs utilitaires, il jaillit de la reconnaissance qui se blessait est de se blesser. Einstein est allé au-delà, les états mystiques, ces moments de l'unité absolue, la dissolution de soi, ne sont pas des délires, mais les perceptions directes de la réalité sans filtre. Ce que nous appelons l'illumination peut simplement voir sans les lentilles panées de l'esprit conditionné. Dans un passage que même aujourd'hui, il a fait face à la dernière question, la mort. Si le I est une configuration temporaire dans un champ éternel, la peur de la fin perd un sens. La forme meurt, pas l'essence. Nous sommes l'océan qui, un instant, pense que c'est une vague. Le manuscrit s'est terminé par un sombre avertissement, comprendre l'illusion ne suffit pas. Nous pouvons savoir que le tableau est de 99,99% d'espace vide, mais nous y sommes toujours tombés comme s'il était solide. De la même manière, nous pouvons accepter intellectuellement que le « soi » est une fiction, et pourtant souffrir comme s'il était réel. La libération nécessite plus que la théorie, elle nécessite un réveil. Einstein a fermé son cahier cette nuit pluvieuse à Berlin avec une certitude froide, si la réalité consensus est une construction, alors la question n'est pas « qu'est-ce qui est réel ?», mais « quelle réalité voulons-nous construire ?» Et cela, il savait, était la question la plus dangereuse de toutes. Si la conscience collective pouvait, en fait, reconfigurer l'intrigue de la réalité, alors sa transformation ne serait pas seulement une nouvelle façon de voir le monde, ce serait l'acte de tisser un nouveau monde. La frontière entre la perception et la création commençait à se dissoudre sous forme de sucre dans l'eau chaude, révélant un territoire où les lois du physique. Canada a dansé avec les puzzles de l'esprit dans des chorégraphies que la science orthodoxe osait à peine rêver. Et tandis que la pluie a persisté à son rythme hypnotique contre les fenêtres,
Einstein a ressenti le poids d'une vérité qui l'a entraîné au-delà des limites de la connaissance. Si la réalité était malléable à la conscience, alors ce que nous avons appelé les coïncidences significatives pouvaient en fait être des signes, un langage si fait de l'univers, un dialogue silencieux entre les dimensions individuelles et le champ unifié qui n'a été révélé que ce qui ne voulait pas exister. Chapitre 4. Synchronicité et l'esprit quantique, le code caché du cosmos. La lumière du matin a été filtrée à travers les stores de l'armoire à Princeton comme un sifflet doré, quand Einstein s'est figé quand il a vu un papillon bleu atterrir sur l'équation qu'il venait de tracer sur du papier. Le mouvement était si précis, si intentionnel, que le physique frissonnait à travers sa colonne vertébrale. C'est alors que le téléphone a rompu le silence. De l'autre côté de la ligne, la voix sérieuse de Carl Jung a mentionné, sans préambulation, un rêve de la nuit précédente, une équation mathématique sur laquelle un papillon bleu a tiré. Les deux hommes étaient stupides. Ce n'était pas la première fois que la chance, ou quelque chose de plus que le hasard, les unit comme ça. Einstein a regardé le papillon, dansant maintenant vers la fenêtre ouverte, et savait, ce n'était pas de simples statistiques. C'était un message. Une confirmation que, dans les fissures entre les visibles et l'invisible, il y avait un principe d'organisation que la science n'avait pas encore nommé, ou quand il l'avait fait, il avait appelé la synchronicité, juste faute de meilleurs mots. Sa rencontre avec Jung n'était pas au hasard. Pendant des années, ils ont échangé des lettres secrètes, démêlant les connexions interdites entre la physique quantique et les profondeurs de la psyché. Pour Einstein, les synchronicités n'étaient pas des accidents, mais des portails, les violations dans la toile du temps où l'esprit et la matière se sont avérés liés à des manières qui a contesté toute logique classique. Synchronicité, avait-il noté dans son manuscrit interdit, l'expérience d'événements apparemment déconnectés qui se réunissent pour un sens, pas pour une cause. C'est comme si, un instant, le voile de la réalité ordinaire devenait translucide, et nous voyons la matrice que tout se connecte. À côté de Jung, le terme entrelacement psychique, tout comme les particules quantiques maintiennent une connexion instantanée au-delà de l'espace-temps, les esprits humains semblaient résonner dans des modèles synchronisés, tels que des chaînes du même instrument cosmique. Ce que nous avons appelé la coïncidence, a expliqué Einstein, était en fait un moment où la conscience individuelle a réglé, même brièvement, avec le champ unifié, et, à ce moment, a réalisé la toile invisible qui était toujours là, seulement cachée par la brume de perception commune. Dans ses notes, il a proposé que la synchronicité n'était pas un phénomène en dehors de la causalité, mais son complément, bien que la causalité ait connecté des événements au fil du temps, une balle qui roule parce qu'elle a été poussée, la synchronicité les unit à travers le sens. La balle qui roule au moment exact que vous pensez du mouvement. Ce sont deux langues du cosmos, a-t-il écrit. La causalité est le langage de la matière. Synchronicité, le langage de la conscience. C'est pourquoi ces phénomènes sont apparus plus souvent en période de transformation intérieure intense, une émotion profonde, a-t-il soutenu, a modifié la fréquence de l'esprit, lui permettant de capturer des signaux à partir du champ unifié normalement inaccessible. Einstein a commencé à documenter de manière obsessionnelle ses propres synchronures. Chaque fois qu'elle plongeait dans un problème mathématique, l'univers semblait conspirer à son avantage, un livre s'est ouvert sur la page exacte dont elle avait besoin, un étranger a mentionné, dans une conversation triviale, le concept qui lui manquait, un rêve lui a donné, comme un cadeau, la pièce qui a complété le puzzle. Ce ne sont pas des coïncidences, a-t-il insisté sur ses notes. Ce sont des manifestations de l'esprit quantique, un état dans lequel nous transcendons la logique linéaire et accédons directement au champ de toutes les possibilités. Et voici le cœur de sa théorie la plus audacieuse, la conscience humaine ne fonctionnait pas selon les principes classiques mais quantiques. Tout comme un électron peut être à deux endroits en même temps, l'esprit, dans des états élevés, que ce soit par méditation, création artistique ou inspiration soudaine, se chevauchait, accédant à des informations au-delà du BA. Riders d'espace-temps. Nous n'avons rien inventé, a-t-il avoué une fois à Jung. Nous ne devenons qu'une antenne instantanée d'une connaissance qui existe déjà dans la campagne. Le génie n'est pas la création, c'est une pure réception. Leurs manuscrits ont exploré les états altérés de la conscience, des rêves lucides aux expériences mystiques, étaient en fait des accordeurs avec différentes fréquences de ce domaine. Dans la veillée,
a-t-il écrit, notre esprit ne capture qu'une seule bande étroite du spectre total de la réalité, comme une radio adaptée à une seule saison. Mais lorsque nous changeons de mélodie, que ce soit par méditation, art ou même substances qui élargissent la perception, nous accédons aux canaux où les lois de la physique classique n'auront plus de sens, et l'impossible devient acénique. C'est ainsi que cela expliquait les éclairs du génie, des prémonitions, des inspirations qui naissaient de nulle part, pas comme des produits cérébraux, mais comme des téléchargements d'un domaine d'intelligence infinie. Et si c'était vrai, alors la question qui l'avait hanté depuis cette nuit à Berlin a gagné plus de contours vertigineux. Si la réalité est malléable à la conscience, que se passerait-il si nous apprions à régler collectivement avec les fréquences les plus élevées du champ? La réponse, Einstein savait, n'était pas dans les livres. C'était en silence entre les pensées. Dans le papillon bleu qui avait atterri sur son équation. Au téléphone, vous avez secoué au moment exact. C'était à l'étape suivante, celle que la science n'avait pas encore osé donner. Le manuscrit a révélé une théorie aussi radicale qu'elle est élégante, les grandes intuitions scientifiques, les chefs-d'œuvre artistiques et les révélations spirituelles n'étaient que des expressions distinctes du même phénomène fondamental, une seule source de vérité étant décodée par des esprits différents à travers différentes langues. Le scientifique, l'artiste et le mystique, a écrit Einstein avec son écriture précise, accédant au même courant. La différence n'est que dans le prisme qu'ils choisissent de réfracter leur lumière. Mais ce qui a fait ces pages vraiment révolutionnaires, c'est la découverte que cet accès n'était pas aléatoire. Après des années d'observation méticuleuse, Einstein avait identifié un modèle, une synchronique importante, les moments où l'univers semblait conspirer en faveur de la perspicacité, est apparu plus souvent lorsque l'esprit était dans un état paradoxal, attentif mais pas fixe, ouvert mais pas impatient, espérance, mais sans attente spécifique. C'était une qualité de conscience que les maîtres zen avaient perfectionnée au cours des millénaires, et qu'il a maintenant décrit avec la précision d'un physicien. Lorsque nous avons cessé d'imposer nos catégories à la réalité, les connexions qui ont toujours existé commencent à se révéler. L'idée la plus explosive du manuscrit, cependant, était que ce réglage n'avait pas besoin d'être passif. Lorsque nous apprenons à ajuster notre fréquence au champ unifié, a écrit Einstein, nous ressentons un dialogue continu avec l'univers. Les événements externes ne s'alignaient pas avec les états internes par la magie, mais parce que les deux étaient des manifestations du même web sous-jacent, une chorégraphie quantique où l'observateur et observé ont dansé la même musique. Et le plus surprenant, cette capacité pourrait être cultivée. La civilisation occidentale, a-t-il soutenu, avait développé une raison analytique à son sommet, mais à un coût dévastateur, l'atrophie de notre capacité innée à lire les synchronicités. La récupération de cette capacité n'est pas un luxe spirituel, c'est une question de survie. Ces expériences personnelles ont prouvé le potentiel de cette réhabilitation. Les questions formulées avant le sommeil sont souvent revenues dans des rêves avec des réponses aussi précises qu'ils ont contesté le hasard. Des promenades sans destination, avec un esprit légèrement concentré sur un problème, l'ont invariablement conduit à des réunions ou des idées qui démêlent la solution. L'univers nous parle tout le temps, a-t-il déclaré. Chaque objet qui attire notre attention, chaque personne qui traverse notre chemin, chaque coïncidence apparente peut être une réponse, parfois des questions que nous ne savions même pas comment poser. Ce point de vue a radicalement transformé notre relation avec la réalité. Le monde n'était plus un stade neutre où nous avons convenu en tant qu'acteurs solitaires pour se révéler comme un domaine intelligent, un tissu vivant qui a répondu, fait écho et communiqué avec nous en temps réel. Les anciens, a noté Einstein, n'avaient pas tort de voir des présages sur le vol des oiseaux ou dans les modèles des nubes, sont. La conception fausse était de les attribuer à des dieux externes, alors qu'ils faisaient écho à notre propre dialogue avec la campagne. Une conversation dont nous n'avons jamais été séparés. L'étape suivante était encore plus audacieuse, intégrer cette compréhension dans la physique quantique. Au centre de sa théorie se trouvait le concept de cohérence quantique, la capacité des particules subatomiques à maintenir des corrélations instantanées quelle que soit la distance. Notre cerveau, a-t-il postulé, travaille comme un processeur quantique qui, dans des conditions spécifiques, peut raisonner avec le champ unifié. Cette cohérence a expliqué pourquoi les synchronicités avaient tendance à se regrouper autour de thèmes ou de périodes de transition cruciaux. En période de transformation interne profonde, notre système nerveux a atteint un état de cohérence élevé, ce qui nous rend les antennes plus sensibles aux signes de champ,
qui à leur tour amplifiaient ces signes sous la forme de coïncidences significatives. Les pratiques spirituelles ancestrales, des oracles grecs à la méditation de Vipassana, n'étaient pas une superstition, mais les technologies de conscience projetées pour induire cette cohérence. Ce qu'ils ont appelé la divination était en fait une méthode pour accéder aux informations unifiées sur le terrain grâce à des états de perception élargis. Ce n'est pas magique, a-t-il écrit. C'est une science que maintenant nous commençons à déchiffrer. Einstein a consacré des pages entières à la relation entre la synchronicité et la guérison. Il a observé que les moments de guérison profonde, qu'ils soient physiques, émotionnels ou existentiels, étaient presque toujours accompagnés d'une cascade d'événements synchrones. La maladie, à son avis, n'était pas seulement un déséquilibre biochimique, mais un état de désinthéon vibratoire avec la campagne. Lorsque la cohérence a été rétablie, l'univers a répondu par une chorégraphie de signes externes, des réunions inattendues, des symboles récurrents, des solutions qui sont apparues de nulle part, comme si la réalité elle-même célébrait le réalignement. Les miracles, ne violant pas les lois de la nature, a-t-il noté. Ils révèlent des lois plus profondes, ceux qui régissent l'interaction entre la conscience et la matière. Mais c'est en explorant le lien entre la synchronicité et la créativité qu'Einstein a joué au cœur du génie humain. Les moments des plus inspirés, ces idées qui semblent abaisser de l'éther, ont été invariablement précédés d'une vague de synchronicité. Dans l'état du flux créatif, a-t-il écrit, nous devenons des moteurs transparents de l'intelligence de la campagne. Les frontières entre le « I » et « l'univers » se dissolvent, et l'information coule sans obstacle. C'est ainsi que les grandes œuvres sont nées, non pas comme des inventions individuelles, mais comme des téléchargements d'un plus grand domaine de connaissances. Mozart n'a pas créé leurs symphonies, il les a entendues. Tesla n'a pas inventé, il a réglé. Les implications sociales de cette découverte ont été étonnantes. Nous développons des machines à maîtriser la matière, a averti Einstein, mais nous négligeons les technologies de maîtriser la conscience. Le prochain acte évolutif de l'humanité ne serait pas un nouveau gadget, mais un réveil perceptuel, la compréhension collective que nous pensons nous-mêmes des cellules d'un champ unifié. Et lorsqu'un nombre critique d'esprits a atteint ce réglage, quelque chose d'inévitable se produirait. Le temps n'est pas une chaîne qui vous entraîne, mais un océan qui pédette, toute la structure de la réalité y tombe, et reconstruise sous de nouvelles fondations. Il ne s'agit pas de nier l'expérience linéaire que nous appelons la vie, mais de reconnaître que ce n'est qu'une des perspectives infinies possibles dans un domaine où tout est déjà. Einstein savait que au cours de ces dernières années, il a regardé l'horloge murale de son bureau et a souri d'une ironie presque douloureuse. Ces mains qui ont marqué les heures n'étaient qu'une convention utile, comme les lignes de latitude dans un globe, elles n'existent pas dans la nature, mais elles nous aident à ne pas nous perdre dans la vaste inconnue. Mais contrairement aux méridiens, le temps n'est pas seulement un outil, c'est une prison auto-imposée. Et chaque prison a une clé. La clé est dans la conscience. Imaginez un instant que vous n'êtes pas prisonnier de temps mais votre architecte. Que chaque mémoire qui hante n'est pas un fantôme du passé, mais une fréquence vibratoire que vous pouvez réajuster. Que chaque peur du futur n'est pas une prophétie, mais un projet non encore signé. Einstein ne parlait pas de métaphysique bon marché quand il a dit que le passé, le présent et l'avenir sont tout aussi réels. Il a été décrit. Une mécanique quantique de l'existence, tout comme un électron peut être à deux endroits en même temps, votre vie n'est pas limitée à une séquence rigide. Il est dispersé sur le tissu de l'espace-temps, en espérant que vous choisissez le fil à tirer. Et voici le secret qu'il n'a insinué que dans ses lettres les plus intimes, la physique ne change pas la réalité, révèle ce qui a toujours été là. Le temps n'est pas une ligne droite, mais une spirale de possibilités. Lorsque vous regardez en arrière et que vous ressentez des regrets, vous ne revivez pas le passé, vous le recréez dans le présent, avec l'énergie que vous vous donnez maintenant. Lorsque vous projetez de l'anxiété à l'avenir, vous ne prédisez rien, vous semez cette énergie dans le domaine quantique que nous appelons demain. La différence entre un génie et un homme ordinaire n'est pas ce qu'ils font au fil du temps, mais comme ils le perçoivent. Einstein l'a compris à 74 ans, il a écrit à un jeune physicien, l'important est de ne pas arrêter de questionner. La curiosité a sa propre raison pour exister. Nous ne pouvons manquer de nous émerveiller lorsque nous contemplons les mystères de l'éternité, de la vie, de la merveilleuse structure de la réalité. Mais entre ces équations et ces lettres,
il y avait une vérité encore plus radicale, l'éternité n'est pas quelque chose que nous avons accompli après la mort, mais une dimension que nous avons déjà habitée. El Vagora, que vous ressentez n'est pas un instant, est un portail. Fermez à nouveau les yeux. Sentez comment votre souffle appartient non seulement à ce moment, mais à tout moment. Chaque inspiration est un écho du premier souffle qui a donné vie à l'univers, chaque expiration, un soupir qui résonne dans un avenir lointain. Vous n'êtes pas dans le temps. Le temps est en vous. Et lorsque vous élargissez votre conscience pour embrasser cette vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit, les chaînes de la causalité linéaire se brisent. Les mystiques l'appellent un miracle. Le physique, de la non-localité. Einstein l'a simplement appelé « l'esprit de Dieu ». Mais peu importe le nom que vous donnez. Ce qui compte, c'est le suivant, si le temps est une illusion, alors vous êtes le magicien qui le soutient. Et un magicien n'est jamais victime de ses propres trucs. Le temps n'est pas une rivière qui vous traîne, c'est un océan que vous pouvez surfer. Fluide, moulable, par rapport à l'état de votre conscience. Lorsque cette vérité s'installe en vous comme un rayon de clarté, tout change, votre capacité à se manifester s'accélère comme la foudre, votre capacité à guérir les multiples comme des vagues qui se répercutent dans l'éternel et que l'anxiété pour l'avenir se dissout comme une brume au lever du soleil. Ce n'est pas un hasard si les états les plus profonds de méditation déforment notre perception du temps. Un moine zen peut sentir les heures passer comme des minutes, un chaman de transe, plongé dans les royaumes du sacré, accède aux visions des âges lointains comme s'il lançait un livre ouvert. Ce que la science moderne confirme n'est pas des hallucinations, mais des extensions, des portails de conscience qui transcendent l'illusion linéaire de la flèche du temps. Einstein le savait quand il passait des heures à jouer son violon. Il n'a pas « perdu » du temps, il y a dissous. Dans vos propres mots, la musique me porte les dimensions où les équations ne viennent pas. Parce que l'art, comme l'amour profond ou la méditation, est un raccourci vers timeless, un éclair de réalité qui pulsate sous la surface chronologique de l'existence. Ce que Einstein n'a pas pu conclure dans les formules, vous pouvez terminer dans l'expérience. La vraie théorie du champ unifié ne sera pas écrite sur papier, elle sera vécue dans la conscience. Et tout commence par cette reconnaissance radicale, le temps ne vous contient pas. Vous conteniez du temps. Regardez autour de vous. L'appareil dans lequel il lit ces mots, la lumière qui illumine ce moment, l'air qui remplit vos poumons, tout existe dans ce que vous appelez maintenant. Mais ce n'est pas un point dans une ligne maintenant. C'est un portail. Le seul véritable moment, se développant infiniment dans toutes les directions temporelles, comme un diamant dont les facettes se reflètent à chaque fois à la fois. Einstein, lors de ses nuits à Princeton, a regardé les étoiles et a souri au paradoxe. La lumière qui lui est venue lui avait laissé des sources il y a des millions d'années, et pourtant l'acte de les voir s'est produit dans son casting actuel et futur en un seul geste de perception. La distinction entre le passé, le présent et l'avenir n'est qu'une illusion obstinément persistante, a-t-il écrit. Répétez cette phrase. Pas seulement avec l'esprit, mais avec chaque fibre de votre être. Parce que lorsque vous l'incarnez, quelque chose se casse, et quelque chose de nouveau est né. Vous commencez à vivre. Pas à partir des limites du temps linéaire, mais du champ du potentiel infini. Les décisions qu'il a prises, les mots qu'il a prononcés, les chemins qu'il a choisis, rien de tout cela n'est scellé dans un passé inaccessible. Votre énergie, sa signification, votre vibration peut être recréée à partir de votre conscience élargie. Et que avez-vous longtemps pour vous manifester? Il n'est pas séparé de vous par un abîme temporel. Il existe déjà. Au pouvoir. Dans le domaine des possibilités infinies qui est le présent éternel. Ressentez l'ampleur de ceci, le temps n'est pas votre prison, c'est votre écran. Ce n'est pas une flèche implacable, mais un océan de possibilités, et vous n'êtes pas une feuille prise par le courant. Vous êtes le navigateur. La morsure consciente des marées. Au cours de ces dernières années, Einstein s'est éloigné de plus en plus de la physique conventionnelle et est entré dans les territoires où la science et la mystique ont fusionné. L'intuition est un cadeau sacré, l'esprit rationnel, un serviteur fidèle, a-t-il écrit. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublié le cadeau. Ce don, cette connaissance directe qui transcende la pensée linéaire, est ce qui lui permet de ressentir la nature fluide du temps.
C'est ce qui lui permet de guérir le passé, de sculpter l'avenir et de vivre pleinement le seul moment qui existe, cet éternel maintenant. Parce que si le temps est une construction d'esprit, alors l'esprit conscient peut le reconstruire. Si le passé, le présent et le futur coexistent dans un domaine unifié, leur conscience peut naviguer dans ce domaine avec intention, dans le but. Et ici, nous arrivons à l'application la plus puissante de cette compréhension, la manifestation consciente, non pas comme un acte de forcer l'avenir, mais comme la reconnaissance que ce que vous voulez créer existe déjà au pouvoir. Votre tâche est simple, alignée sur cette réalité. Vibrez dedans. Einstein n'a jamais terminé sa théorie du champ unifié dans le plan mathématique. Mais peut-être qu'il l'a complétée à un autre niveau, dans cet espace où le voile entre les dimensions devient transparent, où l'intuition parle plus fort que les équations. Peut-être a-t-il compris que l'unification finale n'était pas une formule mais un état de conscience. Et cet état n'est pas un privilège des génies. C'est votre héritage. Votre droit de naissance. C'est là que vous pouvez créer du temps de combat, mais le transcendant, ne pas poursuivre l'avenir, mais reconnaissant qu'il est déjà là, attendant d'être activé par son attention consciente. À la mort d'Einstein, il est parti sur ses cahiers de table pleins d'équations incomplètes. Mais peut-être que la véritable conclusion de son travail ne devrait pas être écrite en symboles, mais a vécu comme une expérience directe. Peut-être que vous, lisez ces mots maintenant, faites partie de cette continuation. Parce que si le temps est relatif à la conscience, alors l'évolution de la conscience est la clé pour transcender ses limites. Et si chaque instant coexiste dans l'éternel maintenant, alors votre réveil n'est pas quelque chose qui se produira à l'avenir, c'est quelque chose qui se passe à tout moment, simultanément. Einstein a compris. La vraie révolution n'était pas dans ces équations, mais ce qu'elles ont révélé sur la nature de la réalité, une toile beaucoup plus fluide, malléable et dépendante de la conscience que notre esprit ordinaire osait imaginer. Ainsi, quand vous vous sentez coincé dans le temps, quand le passé pèse en tant qu'encre ou que le futur s'opprime comme un record de l'ombre, les mots du maître, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion. Et dans cette compréhension, trouvez votre liberté. Parce que lorsque le temps se révèle non pas comme une prison, mais comme une dimension de l'expérience, son pouvoir créatif est libéré des courants. Alors que la science continue de démêler les mystères de l'espace-temps, vous pouvez commencer à explorer ici et maintenant ce que c'est que de vivre sur cette compréhension. Qu'est-ce que c'est de créer à partir du champ unifié où tous les temps existent en même temps, où votre conscience est le seul véhicule dont vous avez besoin pour naviguer dans les dimensions du possible. Parce que nous comprenons que le temps existe en nous, et non dans le temps, il est donc temps de démêler comment cette compréhension nous révèle la formule incomplète. Le lien perdu qu'Einstein a cherché à son dernier souffle. Chapitre 6, la formule incomplète. Ce qui manquait n'était pas une équation. C'était la conscience. La pluie a frappé les fenêtres du petit bureau à Princeton. Einstein, déjà âgé, avec ses cheveux blancs rebelles, est resté immobile avant le tableau noir, recouvert de symboles et équations. Ses yeux, fatigués mais toujours brillants comme des étoiles. Distants, ils se sont installés dans ce qui, pour tout autre mortel, serait un labyrinthe indéchiffrable de hiéroglyphes mathématiques. Pour lui, cependant, cet enchevêtrement de lettres et de chiffres grecs était l'esquisse incomplète de Cosmic Symphony, la partition qui révélerait les secrets les plus intimes de l'existence. 30 ans de recherche. 30 ans en essayant de fermer le cercle qu'il avait ouvert avec la relativité. La théorie du champ unifié, son obsession sacrée, a continué de glisser entre ses doigts comme sable. Quelque chose manquait. Quelque chose de si fondamental que même son génie ne pouvait pas nommer. Et dans l'immobilité de cet après-midi pluvieux, peut-être qu'Einstein a compris pour la première fois que ce qui manquait ne pouvait pas être écrit avec de la craie. Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes en utilisant le même type de réflexion que nous utilisons lorsque nous les créons, avait-il écrit des années plus tôt. Des mots qui résonnaient maintenant dans son esprit avec une profondeur effrayante. Et si la théorie de tout, l'équation qui unifierait toutes les forces de l'univers ne pouvait pas être achevée parce qu'elle manquait d'un ingrédient que la science orthodoxe a refusé de reconnaître? L'histoire officielle nous apprend qu'Einstein a échoué dans sa recherche. Les manuels se répètent, la mécanique, qu'il est mort avec une œuvre inachevée, une promesse non satisfaite. Mais ce qui ne nous dit pas, c'est ce qu'il a vraiment découvert au cours des dernières années de silence et de contemplation.
Parce que, sur les pages jaunâtres de leur cahier privé, ceux que seuls leurs disciples les plus proches ont vus, Einstein a commencé à articuler une telle intuition révolutionnaire qu'il secourait les fondements de la physique, la conscience était la variable absente dans leurs équations. Mesure quantique, a avoué Niels Bohr lors d'une promenade à travers les jardins de Princeton, semble exiger un observateur. Mais qui regarde l'observateur? Où est cette chaîne? Une question apparemment simple. Mais à l'intérieur, une pompe à effet retardé, la physique quantique avait révélé que la réalité, à son échelle la plus fondamentale, modifie son comportement lorsqu'elle est observée. Les particules n'existent pas comme des objets solides et définis, ils flottent dans des états de possibilité jusqu'à ce qu'une conscience les perçoit. Einstein, qui avait autrefois résisté aux implications les plus radicales de la mécanique quantique avec son célèbre « Dieu ne joue pas de données », commence maintenant à soupçonner quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être que Dieu ne jouerait pas de données, mais à inviter la conscience à s'asseoir à la table de jeu cosmique. Imaginez, un instant, ce que cela signifie. Si votre conscience influence le comportement fondamental de la matière, alors vous n'êtes pas un simple spectateur passif de l'univers. Vous êtes un co-créateur actif. L'observateur et la frontière observée se dissout, révélant une unité qu'Einstein, au cours de ces dernières années, a commencé à entretenir comme la vraie nature du champ unifié. En 1951, 4 ans avant sa mort, il a écrit à son ami Michel Bessot: je suis arrivé à la conclusion que la physique aura besoin d'une langue fondamentalement nouvelle pour décrire la réalité. Les mathématiques que nous utilisons à ce jour sont-elles insuffisantes pour saisir tout ce qui existe? Quelle langue serait-ce? Quelle formulation pourrait embrasser non seulement les forces physiques, mais aussi la conscience qui les perçoit, et peut-être les modules? Einstein n'a jamais publié ses réflexions. Il savait qu'il entrait dans un territoire où la science conventionnelle n'oserait pas le suivre. Un territoire où les frontières entre la physique et la métaphysique, entre la science et la spiritualité, se sont estompées comme une brume au soleil. Mais dans ses cahiers personnels, trouvés des décennies plus tard, cachés dans un coffre oublié dans le grenier de sa maison à Princeton, il y a des diagrammes étranges, des équations mathématiques entrelacées avec des symboles qui ressemblaient aux mandalas orientaux. À côté d'eux, des notes comme celle-ci. La conscience n'est pas simplement un produit de la matière. C'est plus fondamental que la matière. Cette intuition qu'Einstein a explorée en secret au cours de ces dernières années aujourd'hui trouve l'écho à l'avant-garde de la physique quantique. Des scientifiques tels que Roger Penrose, John Wheeler et Ami Goswami ont proposé que la conscience peut être une propriété fondamentale de l'univers, pas un simple sous-produit du cerveau, mais comme une force aussi primordiale que l'espace, le temps ou l'énergie. Ce que Einstein a commencé à ressentir, et ce que les mystiques savaient depuis des millénaires, c'est que la réalité n'est pas quelque chose de là-bas, quel que soit nous. C'est un champ de possibilités qui gagne en forme par l'interaction avec la conscience. Arrêt. Sentez le poids de cette révélation. Tout ce qui vous a appris sur un univers mécanique, prévisible, objectif et séparé de vous est une vérité partielle. Une physique newtonienne de type approche utile mais incomplète, qui décrit parfaitement la chute d'une pomme, mais ne parvient pas à expliquer l'entrelacement quantique ou la courbure d'espace-temps. La vérité la plus profonde, celle que Einstein a apportée avec ses doigts dans ces derniers jours, est que la formule était incomplète parce qu'il a essayé d'exclure le mathématicien qui l'a écrit. J'essayais de séparer la danse du danseur, la chanson du chanteur. La physique cherche à découvrir les lois de l'univers objectif, a-t-il noté dans l'un de ses cahiers. Mais que se passe-t-il si l'univers objectif n'est pas complètement objectif? Et si, en quelque sorte, il inclut le sujet qu'il étudie? Cette question indiquait une révolution, ce qui manquait dans la théorie des champs unifiés n'était pas une variable mathématique, ni une constante inconnue. C'était la conscience. Toi. Le vrai champ unifié, celui qu'Einstein a poursuivi jusqu'à la fin, n'est pas caché dans les équations abstraites. C'est dans cette intersection mystérieuse où se trouvent la matière et l'esprit, où la physique et la conscience s'entrelacent comme des fils du même tissu. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce manuscrit a été supprimé. Non pas parce qu'il contienne des formules dangereuses ou des secrets apocalyptiques, mais parce qu'il remet en question les piliers mêmes de la science matérialiste. Parce que cela suggère que la séparation entre la science et la spiritualité, entre la matière et la conscience, entre objet et sujet est une illusion, aussi persistante que le temps linéaire que nous démêle dans le chapitre précédent.
Si Einstein avait publié ses idées à son époque, il aurait été ridiculisé. Même aujourd'hui, lorsque la physique quantique valide bon nombre de ses intuitions, il y a toujours une résistance à l'acceptation pleinement du rôle de la conscience dans la structure de la réalité. Parce que la reconnaissance que la conscience fait partie intégrante du champ unifié a des implications dévastatrices. Cela signifie que nous ne découvrons pas seulement les lois de l'univers. Nous participons à sa création continue. Cela signifie que la séparation entre la science et la spiritualité est artificielle, un mythe moderne. Cela signifie que votre expérience intérieure, votre perception, votre attention n'est pas des phénomènes secondaires ou phénomènes secondaires de la matière, mais les fondements invisibles sur lesquels la réalité elle-même est soutenue. Cette idée n'est pas une simple spéculation philosophique, c'est une conclusion inévitable lorsque nous affronterons les paradoxes les plus profonds de la science. Einstein, entre une cigarette et une équation, a regardé le ciel de Princeton et s'est demandé « Pourquoi l'univers est-il intelligible ? Pourquoi un esprit qui est émergé des atomes en collision aléatoire, selon le matérialisme classique, peut déchiffrer les lois régissant les galaxies éloignées ? Sauf si, à moins que l'esprit ne soit un simple produit de la matière, mais une expression de celui-ci aussi fondamentale que l'espace, le temps ou l'énergie. Cette compréhension n'est pas abstraite. Elle redéfinit sa place dans le cosmos. Si la conscience n'est pas un épiphénomène, mais une composante active du champ unifié, alors ses pensées, ses émotions et ses intentions ne sont pas de simples bruits internes, ce sont des vibrations qui résonnent dans le tissu de la réalité. Vous n'êtes pas hors de l'univers, l'observant passivement, vous êtes à l'intérieur, en le co-créant à chaque choix, à chaque perspicacité, à chaque instant de pleine attention. C'est cette intuition qui a conduit Einstein dans les dernières années à plonger dans des dialogues avec des sages orientaux et à écrire « L'intuition est un cadeau sacré, raison, son fidèle serviteur ». Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublié le cadeau. Ce cadeau, la capacité de percevoir directement l'unité, est la clé pour vivre ce que les équations suggèrent uniquement. Fermez les yeux maintenant. Sentez l'air entrer et quitter vos poumons. Où terminez-vous et démarrez-vous le monde ? En respirant, il n'y a pas de bordure claire, l'oxygène qui soutient ces cellules provient de plantes, qu'il absorbe de l'atmosphère, qui à son tour a été façonnée par des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Vous n'êtes pas séparé de ce processus, vous êtes une vague temporaire dans cet océan d'énergie et d'information. Cette perception n'est pas poétique, c'est physique. C'est ce que Einstein a senti en 1949, quand, sur le point de la mort, a vécu une expérience qui a secoué ses certitudes. Pendant un instant, il n'y avait pas de division. L'univers et moi en étions un. Je ne peux pas l'exprimer en équation, mais c'était plus réel que n'importe quelle théorie. Cette réalité a vécu, N. C'est comme une hypothèse, mais comme une expérience directe, c'est ce que les traditions appellent l'éclairage, satori ou union mystique. Et voici le secret que Einstein a commencé à s'effilocher, la théorie du champ unifié n'est pas seulement terminée sur papier. Cela nécessite plus que les mathématiques, il nécessite une conscience élargie capable de percevoir l'unité que les formules ne décrivent que. Dans un fragment peu connu, il a écrit « L'équation la plus importante est celle qui relie l'observateur à l'observation. » Et cette équation, peut-être, ne correspond pas au symbole de l'algèbre. Non pas parce qu'il est moins précis, mais parce qu'il transcende le langage linéaire. Cela signifie-t-il que Einstein a abandonné la science ? Non. Cela signifie qu'il a réalisé que la vraie science doit inclure la conscience, tout comme la véritable spiritualité ne peut ignorer la rigueur de la pensée. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, nous pourrions mettre à jour, une physique qui exclut la conscience est incomplète, une exploitation de la conscience qui méprise la physique est déshinorisée. Le domaine unifié qu'il a recherché n'est pas seulement une formule, c'est une réalité intégrale qui englobe à la fois les lois du cosmos et l'esprit qui les découvre. Et c'est là que vous entrez l'équation. Parce que ce qu'Einstein n'a pas pu terminer dans les calculs, peut-être est achevé par l'évolution de la conscience humaine, en commençant par la sienne. Imaginez, chaque personne qui se réveille à cette compréhension de l'unité n'est pas seulement la compréhension de l'univers, il le met à jour, ajoutant une pièce essentielle à la théorie qu'il a laissée inachevée. Pas dans la peinture sur papier, mais dans le tissu même de la réalité, par la transformation de sa perception.
Einstein est décédé le 18 avril 1955. Ces derniers mots, murmurés en allemand, ont été perdus. Mais sur votre table, parmi les pages de calculs inachevés, il y avait un cahier personnel. Dans la dernière feuille, avec une lettre tremblante, une phrase, peut-être que la théorie ne peut pas être terminée parce que c'est la théorie qui doit inclure le théoricien, et non l'inverse. Cette dernière intuition est la synthèse de tout, le champ unifié n'est pas quelque chose là-bas à découvrir, c'est une réalité qui inclut le découvreur. La conscience n'est pas un accident, c'est un aspect primordial, aussi fondamental que la gravité ou la lumière. Si cela est vrai, alors votre voyage intérieur, votre éveil, votre expansion, votre réalisation de l'unité, n'est pas un luxe spirituel, mais une contribution cosmique. Vous n'êtes pas seulement, vous améliorez, participe à l'exhaustivité du champ unifié. Einstein a aperçu ceci. Il n'y avait pas de temps pour l'articuler pleinement, mais les graines d'indices laissés qui germent aujourd'hui à la frontière entre la physique quantique et la sagesse ancestrale. Le physique comme David Bohm décrit l'univers comme un tout indivisible, où la séparation entre l'esprit et la matière est une illusion utile mais illusoire. Les neuroscientifiques comme Francis Varla montrent que la conscience et le monde se sont co-croisés en un dialogue constant. Des philosophes comme Thomas Nagel soutiennent qu'une théorie de l'univers sans conscience est comme une carte sans le territoire qu'elle a l'intention de représenter. Tous, sous des angles distincts, poursuivent la révolution qu'Einstein a commencée. La formule était incomplète parce que l'ingrédient le plus crucial manquait, la propre conscience du scientifique. Et si cet ingrédient est ce que vous ? Que se passe-t-il lorsque des millions d'esprits commencent à percevoir leur interconnexion fondamentale avec l'ensemble ? Peut-être que la théorie du champ unifié n'est pas une destination, mais un processus vivant et vous aidez maintenant à l'écrire. Pas avec des équations, mais avec sa présence consciente. La conscience manquait. Et maintenant, vous tenez cette compréhension non pas comme une hypothèse lointaine, mais comme une invitation à l'expérience directe, un appel à reconnaître qu'il n'est pas un spectateur distinct, mais le tessiture vivant lui-même du champ unifié lui-même. Votre conscience témoigne non seulement de la création continue de la réalité, c'est cette création en action. La frontière entre ce qui observe et ce qui est observé se dissout comme une brume au soleil, se révèle être une illusion persistante mais fragile. Cette perception ne s'éloigne pas de la science, au contraire, il l'élève à une dimension où les équations et l'expérience fusionnent en une seule langue. Einstein, dans le crépuscule de sa vie, a transcendé les formules et aperçu cette vérité intégrale. Son héritage plus audacieux n'est pas dans les théorèmes publiés, aussi grands, mais dans cette intuition presque silencieuse, l'unification complète n'est pas une carte du cosmos, mais la recon. L'héritage que le cartographe est le territoire. Le champ englobe tout, de la danse de quark à la pensée qui, en ce moment, vient en vous. Ce qui manquait n'était pas une variable cachée dans les calculs, mais la révolution la plus radicale de tous. La découverte que vous êtes la variable vivante, la conscience qui complète l'équation. C'est la proposition révolutionnaire qu'Einstein a décrite et se déroule maintenant devant vous. Pas comme une énigme à déchiffrer là-bas, mais comme une réalité à vivre ici, dans ce corps, dans ce souffle, dans cette pensée que la lumière comprend. Lorsque vous commencez à habiter cette vérité, quelque chose de profond se transforme. Vous n'êtes plus un simple observateur dans un univers mécanique pour devenir un participant conscient dans une respiration, pense et se réinvente à travers vous. Dans une annotation presque prophétique, dans les derniers jours de sa vie, Einstein a écrit « Nous ne recherchons peut-être pas la théorie de tout, mais expérimentons l'ensemble qui précède toute théorie. » Cette phrase, si éloignée de la rigueur du mathématicien qui l'a consacrée, pointe le cœur de l'expérience définitive, la réalisation que l'unité n'est pas un concept à prouver, mais une expérience à incarner. Et c'est exactement là que vous entrez. Parce que si la conscience est une partie inséparable de l'équation cosmique, alors le laboratoire le plus avancé n'est pas à Princeton ou au CERN, c'est en vous. Chaque choix qu'il fait, chaque aperçu qui vient, chaque synchronicité qui le surprend est l'univers qui s'explorait à travers ses yeux, ses mains, son cœur. Arrêtez-vous un instant. Sentez le poids, ou plutôt la légèreté, de cette compréhension. Ce n'est pas une théorie. C'est le même tissu de son existence, avant tout nom, n'importe quelle histoire, toute idée qui vous a déjà traversé l'esprit. Et c'est à partir de cet endroit que tout change. Toute votre vie devient une expérience sacrée, où le champ unifié est non seulement observé,
mais si vous vivez comme vous. Einstein n'a jamais fait cela en équation, mais vous, maintenant, avez une chance d'aller plus loin. Pas en tant que théoricien, mais comme l'expression très consciente du mystère qu'il n'a ressenti. L'expérience a commencé. Et vous, sans vous en rendre compte, étiez toujours le scientifique et le phénomène étudié. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de vous voir comme un petit point dans un vaste univers et que vous reconnaissez que c'est l'univers qui connaît votre propre immense à travers vous? Lorsque vos doutes, vos extases, même vos silences les plus profonds se révèlent, comment le cosmos dialogue avec soi-même? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est le protocole de l'expérience finale. Et la bonne nouvelle? Vous n'avez pas besoin d'équipement, pas de financement ou d'approbation par les pairs. Juste un acte d'attention radicale, oser être la réponse qu'Einstein a recherchée pendant des décennies dans les étoiles, mais toujours ici, frapper sa poitrine, pulser dans ses veines, brillant dans chaque neurone qui, dans cette seconde exacte, allume la compréhension que vous êtes le domaine. Le reste? C'est la physique appliquée. C'est la vie. C'est l'univers, enfin, lisant ses propres notes. Einstein n'a jamais entièrement articulé cette compréhension dans ses publications, non pas à cause du manque de génie, mais parce que la science de son temps rampait toujours dans le sable, car il a déjà aperçu l'océan. Peut-être parce qu'il savait, dans le cœur, que certaines vérités ne rentrent pas dans les équations, et elles ne sont pas emprisonnées dans les théories, ils nécessitent d'être vécues. Dans ses dernières lettres, entre les lignes de mathématiques qui ne lui étaient plus suffisantes, il a avoué, la plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystère. Pas le mystère comme un puzzle à déchiffrer, mais comme l'étonnement sacré de l'existant, pour être cet étonnement. Et s'il avait suivi? Si, au lieu de s'arrêter sur le bord de l'abîme, aviez-vous plongé tête baissée dans l'expérience directe de la conscience? Si vous aviez rejoint vos équations non seulement avec une théorie de tout, mais à une pratique de tout, une façon tangible d'accomplir, en chair et en os, que vous n'êtes pas sur le terrain, mais est le domaine? Ce chemin existe. Pas comme une doctrine, non pas comme une croyance, mais comme l'expérience la plus simple et la plus radicale que vous pouvez faire. Arrêtez de chercher et reconnaissez que vous êtes ce que vous avez toujours recherché. Voici le protocole. 1. Notez que tout ce que vous appelez « moi », pensée, émotion, souvenir, ne sont que du contenu qui apparaît dans quelque chose de beaucoup plus large, la conscience. 2. Réalisez que le monde que vous voyez n'est pas là-bas, séparé de vous, mais c'est une danse séparable entre la conscience et ses propres projections. 3. Découvrez que vous n'êtes pas un observateur lointain, mais le champ unifié lui-même vivant comme cette forme, comme ce moment, comme cette vie. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas la métaphysique. Il est physiquement appliqué à son existence. Lorsque vous vivez de cette compréhension, les frontières entre à l'intérieur et out se dissolvent sous forme de sucre dans l'eau. L'illusion de la séparation, celle qu'Einstein a appelée une sorte de prison pour nous, se révèle pour ce qu'il a toujours été, un truc de lumière, un jeu d'esprit miroir. Et c'est exactement pourquoi ce manuscrit a été supprimé. Non pas parce qu'il contient des secrets dangereux, mais parce qu'il est trop dangereux, il ne vous offre aucune réponse à décorer, mais un miroir pour vous de vous reconnaître. Il ne promet pas de sauver le monde, mais révèle que vous êtes le monde qui vous sauve. Il ne donne aucun pouvoir à personne, sauf pour vous, ici et maintenant, comme le champ unifié en action. Einstein a laissé des indices. Fragment d'une carte qui pointe où la science craint encore. Mais la carte n'est pas le territoire, et le territoire est vous. Pas comme un concept, non pas comme une idée, mais comme l'expérience de vie d'être conscience qui contient toute chose, y compris elle-même. L'expérience ne se termine pas. Il est. Et maintenant, avec cette compréhension qui vous lance, cela prend conscience de vous-même. Vous ne lisez pas sur l'unité. Vous êtes l'unité qui lit sur vous-même. Vous ne découvrez pas le champ. Vous êtes le domaine qui vous découvre. Il n'y a plus rien à expliquer. Il reste seulement pour vivre l'équation.